vous emmerderai jusqu'au bout. Un président de la République, de par sa mission, n'a pas à emmerder les Français. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Ça, c'est de la pipe. Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation ? Ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que comme chaque hiver, la grippe arrive. Et comme chaque hiver, là, on découvre qu'on a un dégât épouvantable. Un défaut d'anticipation qui perturbe le bon fonctionnement des urgences. Cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Ça, c'est de la pipe. Il est plus qu'urgent d'arrêter de chercher des coupables, en fait, dans cette crise, d'arrêter de chercher des coupables entre les citoyens. Au début, c'était ceux qui ne respectaient pas le confinement. Ensuite, ça a été ceux qui ne respectaient pas les gestes barrières ou qui portaient mal le masque. Ensuite, ça a été les enfants. Maintenant, ce sont les non-vaccinés. Je pense que demain, ce seront les enfants non-vaccinés. Je pense qu'il est plus qu'urgent de cesser tout ça et de se rappeler que les seuls coupables, ce sont les facteurs qui ont contribué à l'émergence et à la diffusion de cet agent infectieux à l'échelle de la planète. C'est la stratégie du bouc émissaire qu'on connaît depuis maintenant quelques semaines. Alors avant dans la bouche de ses lieutenants, maintenant dans la sienne directement. Plutôt que de cibler, il nous explique que tout est de la faute des non-vaccinés. J'ai du mal à percevoir l'argument en fait sanitaire derrière. C'est pas l'état de l'hôpital, puisque c'est le sujet en l'occurrence, n'est pas du tout de la faute des politiques qui ont été menées avant Emmanuel Macron, mais poursuivies par Emmanuel Macron jusqu'au cœur de cette crise. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Qu'il y a plus de risques, et même beaucoup plus de risques statistiques, de faire une forme grave de Covid quand on a entre 5 et 11 ans, même quand on n'a pas de comorbidité. Que le phénomène Covid chez les enfants de 0 à 10 ans est 20 fois moins important qu'un phénomène bronchiolite qui se passe tous les ans et sur lesquels effectivement les services de soins intensifs d'enfants sont également engorgés. C'est-à-dire que ce type de tribune, pour moi, je veux dire, ce sont des tribunes de fanatiques. C'est contrôlable, c'est facile, c'est factuel, si je puis dire. Allez, respire. Bah oui, ma puce. Il y a, à l'heure à laquelle je vous parle, près de 150 enfants qui sont hospitalisés pour forme grave de Covid. Ça, c'est de la pipe. Il y a 27 enfants qui sont en service de réanimation. Certains n'ont pas de comorbidité. Pour la vaccination des enfants, je devine votre réponse. C'est une hérésie. Bien. Une hérésie. Oui. Pour ces enfants de 5 à 11 ans, la perspective de pouvoir accéder à la vaccination est maintenant proche. Si on est vacciné, si on a ces 2 doses, on est pas mal protégé, disons 30-40%. Si on est la 3e dose, on est quand même protégé 70 ou 80%. Voilà. On est vraiment très, très protégé. Ouais. Moi, j'ai été vacciné. On était tous en famille, on était tous vaccinés. On avait 1 ou 2, et certains même 3, et on est quand même contaminés. Non, c'est une bonne solution, c'est de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un schéma de vaccination complet, on vous retire de certaines activités sociales. Donc, il faut prendre des nouvelles mesures, et c'est le sens en particulier de la transformation du pass sanitaire qu'on connaît pour aller au restaurant, au cinéma, en passe vaccinal, et c'est une mesure importante, et le message, il est très clair, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. La possibilité aussi, entre l'employeur et le salarié, de convenir d'une autre affectation, dans un endroit où on n'est pas soumis à passe sanitaire, donc l'objectif, c'est qu'on trouve une solution. Ça, c'est de la pipe. En demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations, qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte. C'est ce dont rêverait tout épidémiologiste, que chaque citoyen soit traqué, pucé, traqué, et qu'on limite de façon importante sa vie privée, ses libertés individuelles. Et moi, je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Objectivement, ces gens-là sont dangereux pour la nation, ils sont dangereux pour la santé des Français. On souhaite aussi resserrer la pression sur les non-vaccinés. Je vous emmerderai jusqu'au bout. Une partie, voire une grande partie des personnes qui vont s'infecter à partir de maintenant vont être des personnes vaccinées. Et ce n'est pas un échec du vaccin. On s'est aperçu que ces vaccins protégeaient finalement assez peu ou mal
contre l'infection et la transmission. Il faut que le pass sanitaire il existe, il a été efficace, il faut le réutiliser pleinement, ce qui n'est plus le cas actuellement. On veut que quelqu'un qui rentre au resto se dise, les gens qui sont autour de moi sont tous protégés. Donc j'enlève mon masque, je peux manger, je risque rien. Omicron ou pas Omicron. On veut que les gens qui vont au théâtre ou au ciné puissent enlever leur masque et se dire, autour de moi, il y a que des gens qui sont vaccinés et qui sont protégés. Ça, c'est de la pipe. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. Je vous emmerderai jusqu'au bout. Le pass, il a eu un rôle majeur, et je pense qu'il continue à l'avoir, pour pousser la vaccination. Est-ce que le pass protège réellement ? Vous avez donné la réponse. La réponse est non. Il y a des limites, puisqu'on peut être vacciné et être porteur du virus. Alors, la vaccination ne serait-elle pas efficace ? La réponse est claire. Si la vaccination n'empêche en effet ni d'être contaminé, ni de transmettre la maladie, donc oui, il est très clair que la vaccination nous protège et que par voie de conséquence, elle protège les autres. Ça, c'est de la pipe. L'élément clé décisif est et demeure la vaccination. Faire peser la contrainte sur les non-vaccinés. Je vous emmerderai jusqu'au bout. Accroître encore et encore la vaccination, première, deuxième et troisième dose. Adopter un projet de loi qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. La production d'un test ne suffira plus. J'ai décidé de vous emmerder. Est-ce qu'on aurait intérêt à le supprimer, ce pass vaccinal, et à laisser filer, on va dire ? Tout dépend de quel point de vue vous parlez, quelle lecture. Là, ça vient d'être dit, c'est soit médical, soit politique. Sur le plan médical, ça n'a aucun sens. Mais le pass vaccinal était complètement décalé, puisque l'épidémie était finie, on était avec Omicron qui est bénin, donc on voit bien qu'il y a eu une temporalité médicale qui n'était pas du tout la temporalité politique. Donc pourquoi maintenant il est maintenu ? Il est maintenu, à mon avis, juste avant les élections, il va être levé, pour que le président, d'abord, ne se dédise pas, ne renie pas ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, mais surtout pour dire, regardez comme ça a bien fonctionné. Est-ce que vous pensez que prendre votre café assis au lieu de le prendre debout, c'est ça qui a fait baisser le nombre de réa et on traite le coronavirus comme si c'était Ebola. Ce n'est pas Ebola. Voilà. C'est qu'il y a des millions de gens qui sont vaccinés pour rien, parce qu'ils ne sont pas à risque. Tous les jeunes, par exemple, tous les gens qui ont 40, 50 ans... Pour rien, professeur Perromort, pour rien. Ils auraient pu ne pas l'être. Oui, à mon avis, ils sont vaccinés pour rien, dans la mesure où eux-mêmes ne sont pas à risque de faire des formes graves. La ministre de la Santé, à l'époque, avait vraiment alerté. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Les retours sur BFM étaient très bons tout à l'heure. Après, tu as des infirmières qui te parlent de la revalorisation. Voilà, Moi, mon rôle, c'est de chercher dans chaque jeune de la République ce qu'il a de bon à offrir. Ils l'ont fait parce que je les ai respectés. C'est ça la République. Parce que même quand vous avez eu vos 2 doses, il est maintenant établi qu'après quelques mois, vous n'êtes plus suffisamment protégé contre ce virus qui est en train de revenir. Quand je sais les chiffres qui ont été achetés, le nombre de doses qui ont été achetées par l'Europe, que c'est un abonnement que nous prenons. Et je pense que l'on va partir comme ça vers 4, 5 et pourquoi pas 6 doses. Et pourquoi pas à vie aussi. Vacciner, 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 c'est le premier pilier. J'ai décidé de vous emmerder. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Monsieur Véran dit c'est une obligation déguisée, ce qui me choque parce qu'à la limite, il vaudrait mieux que ce soit une obligation reconnue, assumée, sauf qu'elle ne l'est pas. Et ça a une deuxième conséquence, c'est que quand un vaccin est obligatoire et qu'il y a des effets secondaires, les personnes malades sont prises en charge
par la collectivité, par la solidarité nationale, parce que le vaccin est obligatoire. Mais là, comme le vaccin n'est pas obligatoire, eh bien les personnes ne sont pas prises en compte. Et ça, c'est totalement anormal. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Ça, c'est de la pipe. Sur cette question de l'obligation, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique, ou en tout cas, est-ce que l'hypothèse est sur la table de dire on fait comme le tétanos, la diphtérie, c'est dans les listes obligatoires? Est-ce que l'hypothèse existe? Mais cette hypothèse existe, bien sûr. On en est quasiment là. On n'est pas loin de ce moment. On peut effectivement décider que la vaccination est obligatoire, sauf que nous sommes avec des vaccins qui ne sont pas admis de manière définitive. Ce sont des vaccins expérimentaux en stade 3 jusqu'à la fin de l'année 2022 ou 2023. Vous me regardez de manière étonnée, mais c'est une réalité. Il faut également rappeler que c'est quelque chose d'expérimental, et ça, c'est bien notifié dans les notices d'emploi de ces injections. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur. Il n'y a pas de passe sanitaire ou de passe vaccinal pour les meetings politiques et que les grands rassemblements sont limités, vous le savez, à 2000 personnes en intérieur, à l'exception des rassemblements de nature politique. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Messieurs les députés, je vous demanderai à minima de remettre votre masque quand vous criez. Pensez à votre groupe, ne criez pas un cluster dans l'Assemblée nationale. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. On a déjà été amené à demander à des gens, à des soignants notamment qui étaient positifs mais asymptomatiques, de travailler avec des conditions particulières, un masque FFP2 dans des unités Covid. On se prépare à tout ça. Elles étaient en première ligne pendant la crise sanitaire. Et cette fois, elles sont dans la rue. Des soignants lassés par les promesses sans lendemain. Nos équipes soignantes sont éprouvées et fatiguées. Je me rends auprès d'elles très régulièrement pour leur manifester le soutien inconditionnel de la nation. Ça, c'est de la pipe. Si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé. Et nous continuons de former plus de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants. C'est dur à l'hôpital, ils ont besoin de votre soutien. Ça, c'est de la pipe. C'est déjà arrivé que non seulement des soignants cas contact soient amenés à travailler, dans des services Covid notamment, mais il est même arrivé que nous demandions, ça a été rare, mais souvenez-vous, pendant les vagues très fortes, que nous demandions à des soignants positifs au Covid asymptomatiques de travailler avec des conditions draconiennes de sécurité dans des unités Covid. C'est déjà arrivé, donc ça pourra arriver si c'était nécessaire. Les dirigeants nous ont dit qu'on allait avoir une prime de 1 500 €. Ils nous ont imposé des congés et ceux qui ont pris des congés n'ont pas le droit à la prime. Si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé. C'est-à-dire que seulement, c'est que la médecine peut supplier à genoux que les non-vaccinés gardent à un moment donné leur égoïsme. Je vous dis ça parce que ce sont les réanimateurs qui me le disent, avec des patients qui sont parfois en train de refuser les soins qu'on leur donne. Des patients qui s'étouffent, qui ont besoin d'oxygène, qui ont une saturation en oxygène à 80%, donc il faut leur mettre de l'oxygène, ils s'arrachent le masque. Ça, c'est de la pipe. Ce sont des gens qui lorsqu'ils sortent de réanimation, après avoir échappé de peu à la mort, vous expliquent qu'en fait, on leur a inventé cette histoire de Covid pour faire croire qu'il y avait une maladie. Ces gens-là, on va pas se leurrer. D'ailleurs, c'est souvent eux qui vous menacent. Jusqu'où peuvent-ils prendre les gens pour des abrutis avant qu'ils ne se réveillent? Il ressort qu'aujourd'hui, d'après les statistiques du ministère de la Santé, en soins critiques, il n'y a que 15% des lits qui sont occupés par des patients catalogués Covid-19. Et parmi eux, la moitié sont des non-vaccinés et la moitié sont des vaccinés. Et non, les non-vaccinés ne sont pas responsables de la saturation hospitalière, seuls les choix des politiques le sont. Écoutez, moi je fais de l'épidémiologie depuis 30 ans et je suis parmi les rares Français à faire de l'épidémiologie de maladies transmissibles. Il n'y en a pas tant que ça en France. Nous sommes face à une sorte de gigantesque mensonge, probablement l'un des plus grands mensonges de tous les temps. C'est le cas du vaccin AstraZeneca. Certaines formes rarissimes d'effets indésirables, Olivier Véran y reviendra, ont été constatées. Les autorités médicales en ont tiré les conséquences en recommandant de ne l'utiliser qu'au-delà de 55 ans, ce que nous appliquons évidemment. Dans de très rares cas, il peut provoquer des thromboses, c'est-à-dire la formation de petits caillots qui peuvent aller boucher des veines, qui peuvent aller boucher la circulation veineuse et provoquer, pour le coup, des effets indésirables plus graves, mais ils sont très rares. Je vais vous donner une comparaison. Si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique,
vous avez un risque également de faire des thromboses parce que vous allez être moins mobile. Ça, c'est de la pipe. Alors, en effet, quelques chiffres, et vous vous interrogez sur la sous-déclaration en pharmacovigilance, qui en effet est une question récurrente, et on le sait, il y a une sous-déclaration en pharmacovigilance. Néanmoins, sur cette campagne d'une ampleur inédite, nous sommes à la mi-novembre à plus de 110 000 déclarations d'effets indésirables. Pour vous donner un ordre de grandeur, les années sans pandémie, si je puis dire, on est plutôt autour de 45 000 événements indésirables qui sont enregistrés dans la base nationale de vigilance. Donc, tous médicaments confondus. Exactement. Alors que là, sur les seuls effets indésirables des vaccins, on est à plus de 110 000. De très rares cas. Certaines formes rarissimes d'effets indésirables. Sur les seuls effets indésirables des vaccins, on est à plus de 110 000. C'est un véritable tsunami. Ça entraîne des perturbations immunitaires dont les conséquences peuvent être chez certains légères, mais malheureusement chez d'autres graves, voire même encore plus graves, puisque certains peuvent en mourir. Dans notre constitution, normalement, les professeurs d'université ont une liberté de parole. Je vois que ça a été supprimé d'un trait de plume par nos autorités. Voilà, de toute façon, tout ce qui est légal maintenant est mis à la poubelle. Si vous dites plus de mal du vaccin, ça va, donc je ne dirai plus de mal du vaccin. Parce qu'ils m'ont dit, si vous continuez à vous exprimer en tant que médecin, attaquant les décisions du gouvernement, on sera obligé de vous radier. Attaquant les décisions du gouvernement, on sera obligé de vous radier. Notre pays est pollué par des fausses informations. Donc quand on sera à 90-95% à être vacciné, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 500 ou 300, et donc il n'y aura plus l'impact sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est de la pipe. Ce genre de diffusion de fausses informations, c'est presque de la haute trahison. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui se sont succédés sur les plateaux pour vous affirmer des choses dont ils n'étaient pas sûrs. Ça, c'est de la pipe. Et cette info stupéfiante qui tombe, le ministère de la Santé n'aurait pas la main sur la stratégie vaccinale en France. En tout cas, il n'a pas la main seul, puisque on découvre qu'il partage les responsabilités avec un cabinet de conseil. En l'occurrence, il s'agit du cabinet de conseil américain McKinsey. D'autres agences également sont appelées à la rescousse. On l'a vu pour recenser les masques disponibles. On ne connaît pas les chiffres. Pour lancer aussi les systèmes d'application, notamment l'appli Tous Anti-Covid. Donc voilà, ce qu'on découvre, et on le redécouvre en vous lisant, le ministère de la Santé incapable de gérer seul finalement la stratégie vaccinale. Ça, on l'a effectivement examiné, on a été scruté dans tous les détails, 47 contrats avec 7 cabinets de conseil différents. Et juste sur ce sujet, et pendant cette période-là, celle de la crise. Et alors, nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est qu'on s'est dit à ce moment-là, bon, finalement, à période exceptionnelle, peut-être que ces moyens exceptionnels étaient nécessaires. Puis on a commencé à enquêter, puis on a été voir les hauts fonctionnaires. Puis ils nous ont dit, mais écoutez, c'est pas du tout exceptionnel. Ça se passe comme ça, partout, tout le temps, dans tous les secteurs. Je dis qu'il y a un choix qui est fait pour certaines prestations. Ça peut être par exemple de l'aide informatique. Il est plus judicieux d'avoir appel à un prestataire extérieur plutôt que d'avoir des fonctionnaires qui sont pendant des années à s'occuper. Tout commence en janvier 2022. Le Sénat lance une commission d'enquête sur l'influence des cabinets sur la sphère politique. On est le 8 juillet 2021, d'accord ? Soit 4 jours avant l'intervention du président de la République, donc le 12 juillet, pour annoncer donc la vaccination obligatoire des soignants et l'extension du pass sanitaire aux lieux de loisirs et de culture. On est d'accord jusque-là. Donc, McKinsey, encore lui, rédige, vous allez me dire que c'est peut-être pas ça, un livrable intitulé, qui est là, sécuriser l'objectif de 40 millions de vaccinés à fin août. D'accord ? Nous renforçons nos équipes avec des personnes, ressources qui proviennent de l'extérieur, du public et du privé, pour faire la guerre. Pour faire la guerre. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Pour faire la guerre. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'Éducation et par la DITP. Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec son organisation internationale pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché
des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants, et à ce titre, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. Voilà. Oui. 1 milliard d'euros, la somme engagée auprès des cabinets de conseil privés sur l'année 2021. Pire encore, McKinsey ne paierait même pas ses impôts en France. On a donc vérifié. En procédant à une réquisition de documents à Bercy, le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans. Il y a un principe qui est celui du secret fiscal, donc le ministre des Finances ne révèle pas les secrets fiscaux. Ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey, basée au Delaware, État des États-Unis bien connu comme paradis fiscal. Problème, devant la commission d'enquête et sous serment. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société ? Bien sûr, Monsieur le Président. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. Oui. Eh bien, il y a le côté judiciaire, le côté moral et le côté politique. L'État n'est pas omniscient, omnipotent. Il y a un principe qui est celui du secret fiscal, donc le ministre des Finances ne révèle pas les secrets fiscaux. Ça veut absolument rien dire, c'est de la soupe. En France, les bureaux de McKinsey sont sur les Champs-Élysées. Il faut dire que certains de ses dirigeants connaissent très bien Emmanuel Macron. Rapidement, il impressionne les consultants de McKinsey, avec qui il garde contact. 8 ans plus tard, Emmanuel Macron annonce sa candidature à l'élection présidentielle. En coulisses, une dizaine de consultants de McKinsey se mettent à sa disposition, bénévolement. Une dizaine de consultants de McKinsey se mettent à sa disposition, bénévolement. Bénévolement. Il y a eu des centaines de milliers de chômeurs en plus au cours de ce quinquennat. C'est bien le ministre Emmanuel Macron qui en est aussi. Vous l'entendez pour la... Moi, j'assume totalement. Et peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a appris tout à l'heure que le parquet national financier avait finalement bien ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale dans l'affaire McKinsey. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix. Je vous emmerde. Ouais, je vous emmerde. Je sens qu'il m'emmerde. Vous êtes des gueux. Oui, on est des gueux. Vous me gonflez. Vous tous. On se mérite pas. Et je vais tellement vous emmerder. Parce que c'est mon projet.